Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Bonsoir. J'allais dire bonsoir Loïc, mais apparemment t'as le bonsoir rapide. Ouais. Et parce que j'en ai gros sur le cœur. Parce que dans le dernier épisode, on a dit que t'étais passé chez Ponce pour parler un peu du podcast. Ouais. Et on a des vues qui ont bien augmenté, des nombres de followers sur Insta qui ont bien augmenté, mais le Patreon est toujours vide. Non, mais on l'a pas encore sorti, l'épisode qu'on a enregistré la dernière fois. Non, mais disons les choses parce que j'anticipe. Ok, t'anticipes que ça n'aura pas augmenté sur Patreon. Sachant que je connais la commu de Ponce qui est quand même vachement engagée, investie et tout ça. Et j'aimerais avoir des preuves maintenant. Donc okay. Voilà, je dis ça comme ça. Sinon, ça va très bien. Non, mais vraiment le râleur. Eh bien, ce soir, on a la chance de recevoir Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Malgré la petite intervention, on n'a pas d'argent au secours de Loïc qui commence. Aidez-nous. Il en a gros. Alors, Laurine, on te reçoit ce soir parce que tu fais une thèse en psychologie. Ouais. Au laboratoire psychopathologie et processus de santé, comme beaucoup de personnes récemment, parce que c'est mon laboratoire de postdoc. Donc à l'université Paris-Cité. Tu as commencé ta thèse en 2022. Mm-hmm. Tu es encadrée par Emmanuel Devouche et Carolina Baeza-Velasco, que j'ai inversé. Non, mais ça, c'est ma spécialité. C'est pas si mal, hein, pourtant. Ouais, j'étais bien partie, mais c'est dommage. Je le fais systématiquement. Tu es en collaboration, je vais y arriver, avec l'hôpital Louis Mourier Bois-Colombes, qui est à Bordeaux, Paris. Eh ben, c'est à Bois-Colombes, du coup. C'est où, Bois-Colombes? C'est en région parisienne, c'est dans le 92, je crois. Ok. Et c'est l'hôpital qui t'accueille justement pour les patients, tout ça que tu vois? Absolument, c'est ça, c'est mon terrain de thèse en fait. Ok. Et donc tu fais une thèse qui s'appelle Projet Prémacom, soutenir et évaluer la présence parentale en médecine néonatale, identifier les leviers et les facteurs de risque. Ouais. Très bien. Avant tout ça, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours universitaire ou même hors universitaire pour en arriver à faire une thèse dans ce domaine? Alors ça a été un parcours universitaire assez varié, en tout cas dans ce que je souhaitais faire plus tard. Mm-hmm. Du coup, j'ai fait une licence de psychologie générale à Montpellier. Ok. Et pendant ma première année de licence, j'ai fait un stage en psychiatrie. Ok. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Pas du tout. Donc j'étais un peu désillusionnée sur l'idée que je m'étais faite d'être psychologue en psychiatrie, parce qu'en fait, à la base, je pensais que c'était un peu que ça, la psychologie. Mm-hmm. Et puis, en deuxième année, j'ai retenté quand même, j'ai refait un stage en psychiatrie qui ne m'a pas plu non plus. Ok, pour se dire, si ça se trouve, c'était l'équipe, ça se passait pas bien. C'est ça. Et... Je voulais être sûre d'être dégoûtée, quoi. Ok. Et c'est quoi, du coup, qui te plaisait pas là-dedans ? Je crois que je me sentais pas forcément à ma place. Okay. Et la place du psychologue dans les institutions dans lesquelles j'étais était vraiment pas ouf. Ok. Pas du tout valorisante. Et du coup, ça m'a mis un petit coup, quoi. D'accord. Donc, en troisième année, je me suis dit, ok, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs. Et du coup, j'ai intégré un service donc pour un stage de d'oncologie et de soins palliatifs. Ok. Et là, ça m'a plu. Et là, je me suis dit, ok, je suis à ma place. Et donc, du coup, j'ai voulu intégrer un master de santé. Et à l'époque, il n'y en avait pas à Montpellier. Donc j'ai postulé à celui de l'université Paris-Cité, anciennement Paris-Descartes, dans lequel j'ai été prise. Et grâce à ça, j'ai pu donc faire des stages en psycho-oncologie, enfin en oncologie toujours, la psycho-oncologie c'est autre chose, en oncologie et soins palliatifs pendant mes 2 années de master. Et en fait, pendant ces 2 années de master et donc pendant ces 2 stages, on m'a aussi proposé d'aller voir ce qui se faisait en fait, dans le service juste en dessous, en maternité. Ok. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah ok, en fait non. C'est pas la psychiatrie, c'est pas l'oncologie, c'est vraiment la périnatalité qui me plaît. Et donc, du coup, après mon Master 2, j'ai été toquée à la porte d'Emmanuel Devouche en lui demandant de faire une thèse avec lui, puisque c'est un peu une référence dans le domaine de la périnatalité. Et il m'a dit OK. Ok. Emmanuel, très sympa d'ailleurs, au demeurant, que j'ai croisé plusieurs fois au labo et qui est vraiment très sympa. Ouais, et fort en stats, de ce que j'ai compris. Oui, ça m'arrange. Ça m'arrange beaucoup. On a chacun un peu notre taf. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment le quali et lui, c'est les stats. Je lui laisse un peu le bébé, quoi. Ok. Et
Je rebondis juste sur ce que tu as dit par rapport à la place des psychologues dans les services de psychiatrie. Effectivement, je suis ni psychologue ni rien, mais par contre, j'ai travaillé dans un hôpital parce que mon laboratoire de recherche était dans l'hôpital et il y avait une psychologue à temps partiel, je crois, sur un service où il y avait genre 10 médecins, 10 psychiatres. Ça te donne un peu une idée de à quel point là, c'est valorisé le fait d'être psychologue dans ce milieu-là. C'était pour les addictions, mais a priori, ça les intéressait pas trop qu'il y ait des psychologues dans le service. Quoi. C'est ça qui est fou. Alors que pour moi, en fait, quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé mes études de psycho juste après le bac, les psychologues avaient complètement leur place, en fait, dans ces services. Et pas tant. Et pas tant, ça se mélange pas trop. Moi, j'ai du mal à voir c'est quoi leur place, du coup, parce que je viens pas du tout de ce milieu. Dans le grand public, pour moi, un psychologue, c'est quelqu'un que tu vas voir dans ton cabinet. À l'hôpital, c'est quoi son rôle initial À l'hôpital psychiatrique ou à l'hôpital général ? Les deux, en fait, parce que je visualise aucun des deux. Je crois que dans les deux cas, en fait, c'est apporter un accompagnement, un soutien, une meilleure compréhension aussi on va dire, de l'état psychique de la personne. Okay. Dans le domaine de la santé, on va quand même plus être sur du soutien, je crois. Surtout en onco, soins palliatifs, ce genre de services. Alors qu'en psychiatrie, je crois qu'on va peut-être aussi proposer plus une psychothérapie pour le coup. D'accord. C'est comme ça, en tout cas, que je le percevais. J'ai pas trop eu le temps de le percevoir. C'était un peu ça l'idée pour moi aussi, c'est que les psychologues, ils sont là pour faire un suivi un peu long, où ils te prennent un rendez-vous plus longtemps. Ouais. Ils font par exemple thérapie cognitive ou comportementale ou ce genre de choses pour accompagner vraiment sur des changements de comportement, etc. Là où le psychiatre, il va te voir peut-être une demi-heure à chaque fois, il fait un débrief, il vérifie des critères, il vérifie des consos, par exemple pour l'addiction, mais il va pas avoir le temps de faire un travail hyper important et sur un côté avec plus de prescriptions et c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça, c'est surtout les prescriptions en fait. C'est les diagnostics, les prescriptions et vérifier qu'il n'y ait pas autre chose et qu'ils ne doivent pas te flécher sur d'autres services ou d'autres. C'est un peu des check-up quoi. C'est ça. Ok, bon, c'est plus clair. Et du coup, c'est bizarre que les psychologues soient pas très intégrés dans ces structures parce qu'en fait, ces personnes-là, elles ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, donc elles sont là, elles ont besoin d'un suivi psychologique en théorie, mais il n'y a pas beaucoup de moyens mis dedans, en tout cas. Ils mettent plutôt l'accent sur les psychiatres. Ouais. Et effectivement, c'est souvent des jobs en fait en temps partiel, parce que justement, je pense qu'ils estiment que notre place n'est pas hyper importante. Et ce qui est fou, c'est qu'en psychiatrie, du coup, c'est beaucoup de temps partiel, là où dans des services somatiques, en fait, il y a aussi beaucoup de temps plein, et notamment en maternité. Soit ils prennent 2-3 psychologues, soit c'est vraiment 1 voire 2 psychologues en temps plein, en tout cas en médecine néonatale. Tu as parlé de périnatalité. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors la périnatalité, si je dois moi la définir avec mes mots, c'est en fait tout ce qui concerne la parentalité et le bébé. Et tout ce qui est lié en fait à la notion de parentalité depuis l'idée même d'avoir un enfant jusqu'on va dire aux 2 ans du bébé, les 1000 premiers jours comme on dit. Ok, donc ça compte et la grossesse, et comment se passe la grossesse, comment se passe l'accouchement, et le après sur le début de la vie, quoi. Et même le avant, du coup, la grossesse, sur le projet même d'avoir un bébé. Parce que aussi, il y a beaucoup de futurs parents qui ont ce projet et qui passent aussi par des étapes assez douloureuses et assez longues. Et on les compte aussi dans la périnatalité. Ok. Si on rentre un peu plus dans ton sujet de thèse, donc tu fais ta thèse depuis 2022 et ton projet, c'est soutenir et évaluer la présence parentale. Qu'est-ce que tu entends par la présence parentale ? Alors... C'est bien le sujet, c'est-à-dire que la présence parentale, en fait, c'est quelque chose qui est défini de façon très subjective. Pour nous, la présence parentale, elle est surtout à la fois quantitative et qualitative. C'est-à-dire que à la fois, on s'attend à ce que les parents qui viennent voir leur nouveau-né hospitalisé soient présents. Généralement, ce qui ressort, c'est au minimum 1 fois par jour. Okay. Que ce soit en fait pendant 2 heures ou pendant 6 heures. Mais c'est surtout en fait qu'ils puissent apporter quelque chose à leur bébé, lui apporter un soutien et aussi qu'il puisse avoir des interactions avec lui malgré le fait que, je pense qu'on en reparlera, mais les parents ont du mal à voir en leur bébé, et surtout quand ils sont grands prématurés, en quoi est-ce qu'ils peuvent avoir des interactions avec eux. Donc c'est surtout ça, c'est être là, et être là qualitativement en participant aux soins, en massant, en touchant, en prenant en peau à peau et en montrant en fait au bébé qu'on est là pour lui. Au même titre qu'on serait là en fait si ce bébé n'était pas hospitalisé, quoi. Ok. Du coup, toi, si j'ai bien compris, tu travailles plutôt sur les enfants prématurés. Ouais. À partir de quand est-ce qu'on considère un enfant prématuré et c'est quoi le protocole ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là après l'accouchement et
comment est-ce qu'on garde l'enfant? C'est quoi la procédure habituelle, on va dire? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que les causes de la prématurité, c'est encore quelque chose d'assez flou. C'est-à-dire qu'on arrive à pointer parfois certaines causes. Ça peut être des maladies chroniques, des infections, le tabac, l'alcool, les naissances gémellaires. Mais il y a aussi beaucoup de cas pour lesquels on n'arrive pas trop à déceler en fait, de cause. Et donc, la naissance prématurée, elle se fait soit spontanément, c'est-à-dire que d'un coup, il y a par exemple la perte des os et la maman doit se rendre à l'hôpital pour accoucher. Soit en fait, on la déclenche, cette naissance, parce qu'il y a un risque pour la maman ou pour le fœtus. Et donc, une fois que l'enfant est né, donc prématuré, c'est avant 37 semaines d'aménorrhée. Okay. Est-ce que ça va, le aménorrhée? Oui. Non, ça va pas. Oui, parce que je suis une femme. En fait, 37 semaines d'aménorrhée, c'est un peu... c'est, comment dire? C'est sans tes règles. Comment l'expliquer? Oui, mais du coup, c'est la date à laquelle, du coup, il n'y a plus de menstruation. Ok. Voilà. C'est à partir de la date auquel, en fait, la femme était censée être indisposée, elle ne l'a pas été, quoi. Ça marche, c'est clair. Voilà. Et donc, sachant qu'une naissance à terme, je crois que c'est à peu près 42 semaines si on va vraiment au bout, on considère un enfant prématuré avant 37 semaines d'aménorrhée. Et dans mon cas, je travaille sur la grande et la très grande prématurité, donc c'est avant 32 semaines d'aménorrhée. Oh, waouh. Ouais. Et donc ça représente une grosse proportion des naissances, les naissances prématurées? Alors, les naissances prématurées, c'est une grosse proportion, moi en tout cas, je trouve quand même. Mais par contre, il y a quand même plus de naissances, ce qu'on appelle prématurées tardives, donc entre 32 et 37 semaines, que de naissances grandes ou très grandes prématurées. Okay. Voilà. Et il y a plus de naissances prématurées en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne d'ailleurs. On sait pourquoi? En fait, c'est surtout aussi par rapport justement à j'allais dire la qualité de vie, c'est pas du tout le mot. Ouais, les conditions socio-économiques, je suppose. Absolument, absolument. Et en fait, pour vous donner un exemple, dans ces pays-là, un enfant grand prématuré, il y a 90% de chances qu'un enfant grand prématuré, dans ces pays-là décède, là où en France, c'est 10% voire moins. Ouais, oui, ok. Donc c'est quand même énorme, quoi. Et quand un enfant grand prématuré, il est, je vais dire un truc débile, mais fini, dans le sens où fini dans le sens tous ses membres sont là, etc. Après, en termes développemental, évidemment, le cerveau n'est pas fini, plein de choses sont pas finies, mais rien que le développement, je sais pas, des poumons, du cœur, plein de fonctions vitales, ça se développe à quel moment normalement dans in utero, et à quel moment ils arrivent, qu'est-ce qui est fini, pas fini, quoi. En fait, non, justement, ils sont pas finis, ces enfants. On les considère comme immatures, c'est le terme, parce qu'effectivement, ils ont plein de fonctions qui ne fonctionnent pas. Leur fonction vitale, en tout cas, fonctionne, mais parfois un peu maladroitement. Et même physiquement, en fait, c'est des bébés, souvent les parents nous disent c'est pas un bébé normal, ou des termes, en fait, qui nous montrent qu'effectivement, c'est des bébés qui ressemblent pas aux bébés un petit peu imaginés, un peu ronds, un peu rosés, quoi. Ils sont au moins sous assistance respiratoire, du coup, dès qu'ils sortent la majorité. En fait, du coup, oui, pour finir de répondre à ta question, une fois qu'ils naissent, alors soit il y a une réanimation qui se fait d'emblée, soit ce sont des bébés qui parviennent à respirer seuls, mais dans tous les cas, en tout cas, en ce qui concerne la grande prématurité, ils sont placés du coup sous couveuse. Okay. Et souvent sous assistance respiratoire. Donc c'est quelque chose qui est assez choquant, parce qu'en fait, c'est des bébés qui sont tout petits, mais qui sont entourés d'un matériel médical assez conséquent. Et ça m'est déjà arrivé, les premières fois où je rentrais dans les chambres, de ne pas voir le bébé en fait, dans la couveuse, tellement il est petit. Tellement il est petit, et tellement en fait, il y avait du matériel médical qui l'entourait. Et ce matériel médical, même s'il est ajusté à leur petit poids et à leur petite taille, en fait, il reste quand même énorme, quoi. Rien qu'un tube, l'intubation en général, ça doit prendre... même si tu prends une éprouvette pour l'intuber, ça doit être assez impressionnant à voir. Ouais. Et ils sont dans un milieu pas stérile, mais confiné, avec une température régulée, tout ça. C'est ça. Ça, du coup, c'est le but de la couveuse. Après, c'est vrai qu'en médecine néonatale, il fait toujours très, 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 très chaud. Mais donc, en fait, oui. Donc, généralement, ces bébés-là, ils vont en réanimation. Parce qu'en fait, dans un service de médecine néonatale, il y a 3 unités. Il y a l'AREA, où là, pour le coup, il y a une surveillance hyper rapprochée. On est sur quelque chose d'assez hyper médicalisé. Il y a les soins intensifs, où le bébé est un peu plus stable, mais il a besoin quand même de cette surveillance rapprochée, de soins assez spécifiques.
Et ensuite la néonate, qui est en fait une sorte de préparation à la sortie, où là pour le coup il y a beaucoup moins de surveillance. Mais il y en a, hein, mais moins, ou en tout cas elle est différente. Et pour le coup, les soins, c'est des soins que les parents peuvent faire quasiment en complète autonomie. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'une infirmière, c'est plus des soins spécifiques, quoi. Ok. Et il reste jusqu'à, en théorie, le terme qui devait arriver. Ok. C'est ça. Après, généralement, ils partent quand même un petit peu avant, ça dépend des bébés. Il y a des bébés qui passent de réa en soins et qui en fait retournent en réa, ou ça varie, mais en fait, c'est des temps d'hospitalisation qui, du coup, sont quand même très longs. Donc voilà. Et en réa, du coup, oui, les bébés sont sous couveuse avec un certain nombre de matériel médical autour d'eux. Et le service en lui-même, enfin les chambres en lui-même sont chauffées. La couveuse en elle-même, du coup, a une température nécessaire pour lui. Et c'est une surveillance continue. La notion du temps est très déformée dans les services de réanimation. Ok. Mais du coup, si leur fonctionnement n'est pas terminé, enfin, ils ne sont pas suffisamment matures pour être à l'extérieur, avoir la température normale, etc., comment les parents ils font pour interagir avec les enfants ? Est-ce qu'ils peuvent le faire dans chacun des services, ou est-ce qu'il n'y a que dans certains services que c'est autorisé et dans certaines conditions ? Quand tu dis unité, quand tu dis service, tu parles des unités les 3 unités oui, au sein de la maternité. Justement, en fait, les parents, quand ils arrivent en réa, pour eux, le bébé, il est intouchable. Il est intouchable déjà parce que physiquement, il paraît très, très vulnérable. Et il l'est. Hein. Moi, j'imagine un truc hyper médicalisé. Justement, dans une boîte où il ne faut pas toucher, où tout le moindre microbe, c'est une catastrophe. Exactement. Ouais. Donc, déjà, les parents ont peur de toucher ce bébé parce qu'ils ont peur de lui faire du mal, ils ont peur de lui transmettre quelque chose, comme tu dis. Et en fait, pourtant, il y a des choses qui peuvent être faites avec ce bébé. Typiquement, les parents, ils peuvent placer leurs mains sur ce bébé, le caresser, lui parler. En fait, c'est tout bête, mais on peut parler à ce bébé et ce bébé nous entend. D'autant plus que les bébés, même prématurés, reconnaissent la voix de leur maman. La voix du papa, je crois que ça vient dans la première semaine suivant la naissance. Ouais. Il faut bien qu'on ait un peu des avantages quand même. Je me demande comment ça a été montré. Par contre, du coup, comment tu démontres qui reconnaît la voix d'une personne et pas de l'autre, quoi. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est par justement l'activité motrice en fait. Ok, il y aurait peut-être plus de réaction à une voix qui reconnaît. C'est ça, plus d'excitabilité en fait neurologique. Intéressant. Mais donc du coup, il y a ça. En fait, c'est toutes ces petites choses que les parents soit n'osent pas faire, soit en fait ne pensent pas à faire, parce que pour eux, ils auraient peut-être déjà même pas pensé à le faire avec un bébé à terme, avec un bébé préma encore moins. Et puis ensuite, il y a le fameux pot à pot, qui est prôné et à juste titre par beaucoup de recommandations, de bonnes pratiques, justement pour les services de médecine néonatale. Et ça dépend vraiment des services, mais en tout cas, à Louis Mourier, ils essaient vraiment de le faire le plus tôt possible. Parce que justement le pot à pot a montré des bénéfices incroyables sur le développement même de ces bébés et aussi sur la psychologie parentale. Donc pot à pot, lecture de bouquins, chansons. On a eu des parents qui venaient avec leur guitare et c'était trop chouette. Et en fait, au plus le bébé effectivement est moins branché, entre guillemets, au plus c'est simple de pouvoir être en interaction avec lui sur le plan en tout cas des câlins et du portage. Et ça, effectivement, ça évolue au fur et à mesure des services. Et en fait, des unités. Et je crois qu'au-delà d'évoluer en fonction des unités, ça évolue surtout, en tout cas de ce que j'ai pu, moi, voir par ma recherche, ça évolue en fonction du profil médical de l'enfant et de son état, en fait, de santé. C'est-à-dire qu'au plus l'enfant est stable... T'es en train de nous spoiler tes résultats, là. Ouais. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Mais oui, au plus l'enfant, en fait, va bien, au plus les parents, ils se laissent un petit peu plus aller à être présent pour ce bébé, parce que du coup, il y a moins le risque de le perdre aussi. Oui, parce que chaque chose qui sort un peu du protocole, potentiellement, c'est un risque pour l'enfant. Et du coup, je suppose que quand t'es parent, t'as hyper peur de ça. Enfin, c'est ta plus grande peur que ton enfant décède ou qu'il tombe malade. Ouais. Déjà que c'est des parents surtout les mamans, qui ont énormément de culpabilité vis-à-vis de cette naissance prématurée. Ils se disent, mais alors là, si en plus, moi, je lui transmets quelque chose, c'est la fin. Et puis il y a aussi cette difficulté de se dire, est-ce que j'investis cet enfant alors que je risque de le perdre, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et les enfants, les bébés prématurés, est-ce qu'ils sont... Les grands prématurés, est-ce qu'ils ont la vision ? Est-ce qu'ils ouvrent les yeux ou pas du tout ? Est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'ils vocalisent ? Est-ce qu'ils c'est fait bougent différemment. un peu ? Ouais, alors ils bougent, hein. Il y en a même qui
qui bougent bien. Alors pas de suite, hein, c'est des choses qui viennent avec le temps. Pour ce qui est des yeux, je crois qu'ils mettent du temps à les ouvrir. En tout cas, et d'ailleurs, c'est vrai que quand je vais voir des parents après plusieurs semaines d'hospitalisation et que je vois enfin les yeux de leur bébé, je leur dis « Ah mais c'est super !» et tout. Il a ouvert les yeux et c'est valorisant pour les parents parce que du coup, le bébé regarde ses parents. Ça fait une interaction vraiment tangible, quoi. Ouais, et justement pour ce qui est les cris, les pleurs, en fait, chez les bébés prématurés, ça se manifeste pas justement comme les larmes et les cris qu'on peut avoir chez les bébés nés à terme. C'est plus justement des espèces de cris un peu sourds, un peu, je trouve, déformés. Il n'y a pas forcément de larmes et ça, c'est très perturbant pour les parents parce que du coup, identifier les signaux du bébé devient beaucoup plus difficile et c'est pas du tout narcissisant en fait. Oui, il n'y a pas la feuille de route classique de il va pousser un cri, il va gesticuler. Ouais. C'est ça, déjà que c'est compliqué d'interpréter les signaux de son bébé à terme. On veut bien le croire. Ouais. Il débarque dans le monde réel, il a mal partout, il ne sait pas respirer, il respire pour la première fois à l'extérieur, il y a des bruits, il y a des odeurs. C'est ça, en fait c'est rajouter de la complexité à une complexité qui est déjà réelle, quoi. Donc si on en vient un peu aux questions que tu t'es posées pour ta thèse, c'était quoi ton hypothèse ou les questions auxquelles tu voulais répondre quand tu t'es lancée dans ce sujet ? Alors en fait, moi je suis arrivée donc au bureau d'Emmanuel avec un projet qui n'était pas du tout celui-là. De base, je voulais travailler sur les mamans avec un désir de grossesse malgré une maladie chronique à potentiel létal. Ok. Ouais. Bien sympa comme sujet. Bien sympa. De toute façon, on a compris que tu avais choisi des thématiques ultra fun. Donc, Voilà, je voulais vraiment m'amuser. Mais du coup, en fait, Emmanuel m'a dit c'est un super sujet, mais tu n'auras pas le temps de faire ce sujet-là en 3 ans de thèse, parce que la population est hyper spécifique. Et il m'a dit par contre, j'ai un super projet à te proposer. Et c'est de là qu'il m'a dit, en fait, les équipes du coup, de médecine néonatale de Louis Mourier m'ont contacté parce que justement, ils cherchaient à ce qu'on puisse collaborer avec eux pour répondre à plusieurs de leurs questionnements, dont pourquoi est-ce que certains parents ont plus de facilité à venir auprès de leur au chevet de leur bébé hospitalisé et à lui fournir des soins adaptés. Et la deuxième question, c'était comment est-ce que nous, on peut améliorer la façon dont on soutient justement la présence parentale. La façon dont on soutient la présence parentale. J'ai dit façon. C'était pas flagrant. Non. Parce que on est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mode d'emploi pour un parent quand son bébé est prématuré. On ne lui donne pas une liste de comportements à avoir, des créneaux obligatoires ou je ne sais quoi. Non, alors en fait, encore une fois, c'est service dépendant, mais en tout cas, à Louis Mourier, il y a quand même pas mal de documentation, justement, sur les capacités du bébé prématuré, sur ce que les parents peuvent faire ou pas avec lui. Et puis, c'est aussi tout le travail des soignants, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, d'accompagner les parents, de les guider, de les encourager. Mais ça, c'est très subjectif, à la fois à chaque soignant et aussi à chaque parent. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi, mais on essaie de guider, en tout cas, les parents en ce sens, quoi. Ok. Donc ça, c'était tes questionnements de recherche. C'était quoi tes hypothèses sur ce que ça pouvait être, comment vous pourriez accompagner les parents Alors, tout ça. Pour ce qui est des facteurs d'influence à la présence parentale, on a directement été chercher dans la littérature. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quelques petits trucs, très peu en France, hein, mais je crois que dans le milieu de la recherche, c'est pas nouveau. Et donc, encore une fois, beaucoup de facteurs socio-économiques, le profil médical à risque du bébé, c'est-à-dire qu'au plus on dit aux parents que ce bébé en fait, a un risque de décès important ou de handicap, au moins les parents sont présents. Ou au plus les parents sont présents, d'ailleurs, ça dépend des recherches. C'est ce que j'allais dire, parce que ça... En fait, j'entendrais les deux, instinctivement. Après, évidemment, ça veut rien dire, mais c'est vrai que tu peux t'imaginer que tu peux avoir tendance à venir beaucoup plus pour profiter des peu d'instants que tu auras, quoi. Donc, C'est ça, en fait, c'est qui tout double. C'est soit, effectivement, on choisit de surinvestir l'enfant pour profiter des moments qu'on a avec lui, soit au contraire, on se dit, pour pas trop souffrir de l'après, je préfère ne pas m'investir du tout. Par contre, il y a quelque chose qui a été vu, c'est que quand il y a des événements, on va dire, médicaux dans la semaine, les parents, par contre, vont être plus présents. Admettons que ce soit un bébé, et c'est souvent le cas des bébés prématurés qui bradicardent beaucoup au cours de la semaine, les parents vont quand même être
plus présent. Ou si c'est une bébé. Oui, on pourrait aussi. Mais si c'est un bébé qui fait une infection ou autre, voilà. Donc il y a ça, il y a le profil médical, il y a aussi en fait tout ce qui est lié directement au service, c'est-à-dire est-ce que c'est un service qui est suffisamment confortable aussi pour recevoir les parents, en termes logistiques, en termes matériels. Enfin, en fait, il y a beaucoup de facteurs. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les facteurs facilitant la présence parentale, c'est déjà le fait que le coparent soit aussi présent auprès du bébé, parce que c'est un soutien en fait qui se fait au niveau conjugal, et aussi le fait que justement les soignants encouragent les parents à faire les soins et à être présents auprès de leur bébé. Il y a des données qui montrent que la monoparentalité, elle va mener à moins de présence dans le cas d'un bébé prématuré, du coup Je crois pas qu'ils aient parlé de monoparentalité, mais je pense qu'on parle plutôt de soutien conjugal en fait, de façon générale, en se disant que effectivement, des parents qui se soutiennent mutuellement dans le fait à la fois d'être présents pour leur bébé et aussi dans cette expérience de vie relativement traumatique, ont plus de chances de se montrer présents auprès de leur bébé que ceux qui n'ont pas ce soutien-là, quoi. Et dans les facteurs de risque, est-ce qu'il y a aussi tout ce qui est lié aux parents en eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre psychologie, leur propre trauma, leur propre maladie chronique éventuellement, qui ont potentiellement conduit au fait que leur enfant soit prématuré? Ouais, alors effectivement, il y a le vécu déjà de l'accouchement. Quand le vécu est traumatique, il y a moins de présence de la part des parents. Et ensuite, bien évidemment, que les antécédents à la fois psy et médicaux peuvent avoir un impact, mais il n'y a pas non plus, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé énormément de recherches sur le sujet. Donc, voilà. Et quand, dans la littérature, quand la présence des parents est discutée, la variable mesurée, c'est quoi? C'est le temps passé à l'hôpital? C'est le temps passé au contact du bébé? C'est quoi, généralement, qu'on prend comme indicateur? Ça, c'est une super question. Donc, parce que c'est ce nous aussi, on s'est demandé, parce qu'en fait, on a vu que c'était un peu aléatoire, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quelque chose qui est très subjectif, d'où les difficultés qu'on a aussi à définir la présence parentale, et c'est quoi une bonne présence parentale ou une présence parentale acceptable. Surtout que c'est un sujet quand même assez touchy, quoi. Donc, en fait, ça dépend. Il y a des études qui vont se baser effectivement sur ce qu'ont relevé les infirmières, par exemple. Le parent est venu, par exemple, de telle heure à telle heure, tel jour, voilà. Sur des réflexions un petit peu plus informelles aussi, et aussi sur ce que font les parents pour le coup. Souvent, c'est est-ce qu'ils participent aux soins. Quand je dis les soins, c'est plutôt les soins infirmiers, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils participent à ce qu'à Louis Maurier, ils appellent les petits soins. Ça va plutôt être des soins de toilette, tout ce genre de choses. Et est-ce que justement, ils rentrent à minima en interaction avec leur bébé quand ils viennent, quoi. Ok. Ouais, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Ouais. Pour lire beaucoup d'articles, j'imagine bien que la présence va pas être hyper bien définie, et ça doit pas faciliter ton travail quand tu fais la littérature, quoi. Non, mais du coup, d'où le but de notre recherche, c'est justement de pouvoir un petit peu mieux, entre guillemets, la définir, ou en tout cas y mettre un cadre qui est le nôtre, qui est peut-être pas le bon, mais qui du coup, on va en parler, a été aussi co-créé avec les soignants de cet hôpital et les parents. Donc, Et qui au moins est décrit précisément. C'est c'est une très bonne chose, quoi. Ouais. On peut peut-être y venir, du coup. J'ai une question un peu naïve sur la façon dont ça se passe dans les hôpitaux. Donc, en France, a priori, il y a des temps de passage, on va dire, des parents. Est-ce que tu sais s'il y a des structures qui permettent que les parents restent genre à temps plein, comme ils seraient chez eux, en fait, avec leur enfant qui est né? Parce que je suppose que ça doit être un peu traumatisant pour les parents comme pour l'enfant d'être séparés dès la naissance, et que la personne, tu la vois une fois par jour, 2 heures, que tu connais depuis que tu es in utero, et tu vois plus personne. Ouais. En fait, oui, c'est vrai que ça me semble logique, mais en fait, ça l'est pas du tout. Mais en France, je crois que c'est une grande majorité, je crois même d'ailleurs que c'est obligatoire, en fait, que les services soient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux parents. Et après, selon les services, on met des choses en place justement pour que les parents se sentent confortables quand ils viennent, et qu'ils puissent dormir aussi auprès de leur enfant s'ils le souhaitent. Alors, c'est jamais des choses très très confortables non plus. On est sur des transats, on est sur des fauteuils dépliants. Voilà. On n'a pas enlevé des lits à l'hôpital pour... Non. Non. Donc, mais il y a, par exemple, à Louis Maurier, il y a des toilettes à disposition, il y a des douches.
On peut leur fournir aussi des tapis de bain, des serviettes. Il y a un service hôtelier qui peut être pris en charge par certaines mutuelles. Il y a une salle qu'ils appellent Parent-aise, avec le jeu de mots. Voilà. Allez. Ouais, ils sont ingénieux. Pour que justement les parents aient un peu un espace en dehors des unités pour pouvoir se reposer, manger. Il y a aussi un petit espace jeu pour la fratrie, donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses en fait qui font que les parents effectivement déjà peuvent venir, mais en plus ont un peu plus envie de venir, quoi. Ouais. Parce que moi j'imagine, tu as parlé d'oncologie avant, et moi on m'a toujours dit les services oncologie, fin de vie, tout ça, c'est les services les plus calmes, où il n'y a pas un bruit, où tout le monde est super sympa. Je suppose que la néonatalité c'est pareil, c'est des services, hormis peut-être les fratries, quand il y a les autres enfants qui sont un peu plus grands, qui viennent, qui courent et qui crient. Elle a dit que les prématurés ça poussait des cris aussi. Cris étouffés. Cris un peu spéciaux. Ouais, ça Donc me je fait peur. suppose que c'est vraiment des services où c'est très calme, où ça court pas partout, comme on pourrait voir dans certains services d'hôpitaux. Ouais, alors la réa, c'est encore une fois, c'est particulier. Mais en fait, calme, je dirais pas, parce qu'il y a tellement de bip-bip, il y a tellement de sons de machines, de trucs, de machins. C'est pas calme, et d'ailleurs, les parents nous le disent, c'est pas du tout reposant. Bon, aussi parce qu'ils sont en hypervigilance sur le scope de leur bébé, qui bradycarde souvent. Un stress constant. C'est ça, c'est vraiment hypervigilance. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée aussi le trauma par la suite. C'est en fait cette espèce d'instinct de survie permanent qui est hyper épuisant, quoi. Donc oui, mais par contre, effectivement, c'est un service, ça dépend des heures, mais relativement calme, mais quand même, alors je sais pas si le terme est bien choisi, mais chaleureux, parce qu'il y a des banderoles, parce qu'il y a de la couleur, parce que les chambres sont décorées avec des photos du bébé, de ses frères et sœurs, avec des choses aussi confectionnées par les parents dans les ateliers créa qui leur sont proposés par le service. Donc, je pense qu'il y aurait des services, effectivement, qui seraient un peu plus lugubres, pour le coup. Austère, En mode très blanc, très neutre. Mais c'est pas le cas à Louis Maury, où pour le coup, c'est vraiment très coloré, avec des banderoles, des cœurs. Quand c'est la Saint-Valentin, ils mettent des cœurs. Quand c'est Noël, ils mettent un sapin. Voilà. C'est une crèche, quoi. Ouais, ça fait un peu plus crèche médicalisée, on va dire. Mais en tout cas, ils y mettent vraiment du leur du leur ou du sien, je sais pas. pour que ce soit effectivement un peu plus accueillant et chaleureux, ouais. Donc si on en vient à tes méthodes, comment tu as acquis tes données ? C'est sur qui exactement que... Donc est-ce que tu discutais directement avec les parents ? Est-ce que c'est des questionnaires ? Est-ce que tu mesures des données biologiques ? Quels ont été tes outils ? On rentre dans la méthodologie de la recherche. Alors, du coup, nous, on s'est intéressé donc, aux parents de nouveau-nés grands et très grands prématurés. Tout simplement parce que du point de vue de la littérature, il n'y a pas énormément d'études spécifiques justement sur les grands et les très grands prématurés, alors même que justement les études montrent qu'ils sont quand même plus à risque sur le plan développemental et sur tout un tas d'autres choses. Du coup, on a décidé de se centrer sur eux, de leur donner un petit peu le privilège, quoi. Et du coup, on s'intéresse à leurs parents. Et on s'intéresse aussi aux soignants. Alors en fait, au départ, on n'avait pas du tout pris le parti de s'intéresser aux soignants. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement débile là, de créer un outil dans un service sans aller consulter les personnes qui travaillent dans ce service. Donc voilà. Et donc pour ça, il y avait en fait un peu 2 protocoles distincts. Il y avait à la fois celui qui nous permettait de vraiment créer l'outil. Donc ça, c'est basé sur des entretiens semi-directifs qui ont été menés avec les parents inclus dans l'étude et des soignants volontaires du service. Okay. Et il y a la partie qui nous permet un peu plus de répondre à quels sont les facteurs d'influence à la présence parentale et plus généralement contrôler aussi un petit peu la psychologie des parents et l'impact du coup d'une naissance grande et très grande prématurée sur leur psychologie. Et là, pour le coup, on a mis en place du coup un cahier d'observation avec un certain nombre de questionnaires pour recueillir leur niveau d'anxiété, le risque de troubles de stress post-traumatique, de dépression postpartum, questionnaire sociodémographique classique. Et voilà, en gros, pour ce qui est du recueil de données. L'analyse, il y a de l'analyse stat pour les questionnaires. Et sinon, on a fait une petite analyse thématique de contenu pour les entretiens. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On va revenir sur certains points. Ouais. Déjà, combien tu as pu obtenir de réponses vis-à-vis des parents ? Est-ce que tu as beaucoup de participants, beaucoup de soignants qui sont motivés ?
Alors, au début, nous, on était très généreux on était très... Alors ça peut aider. genre, Ça peut aider. Oui, on est parti vraiment en se disant, ouais, on va avoir, je sais pas, en tout, 90 parents. Pas du tout. Parce que, en fait, quand on arrive dans le service, on se rend compte que déjà, c'est des parents qui vont mal. Donc, on prend plus le temps aussi d'apprendre à les connaître, de les approcher, de leur parler de ce qu'on fait. C'est des parents qui n'ont pas le temps parce que, en fait, ils courent entre parfois le travail quand ils n'ont pas pu se mettre en arrêt, leur foyer avec les aînés, l'hôpital pour les mamans, tirer son lait toutes les 2-3 heures. Enfin, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. Donc on s'est vraiment confronté à la réalité du terrain et on a revu un petit peu nos chiffres à la baisse en disant on préfère avoir un travail qui soit de qualité qu'un travail un peu fourre-tout avec des questionnaires à moitié remplis, quoi. Donc du coup en tout on a pu avoir une 30aine de parents sur une période qui s'est allée du coup de juin à on va dire mi-décembre. Parce qu'on ne peut pas imaginer faire ce même travail a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'ils ont passé cette période de stress, il faut que tu aies les données en temps réel. Alors justement, dans la littérature, ça se fait beaucoup a posteriori, je trouve. En fait, on va dire dans la première année de vie du bébé, voire parfois c'est des évaluations en fait sur le développement de l'enfant prématuré, donc c'est même plus tard à l'âge scolaire. Nous, on a pris le parti justement de les prendre un petit peu au cœur de la tempête. Avec pour objectif en fait aussi de démontrer que c'était important en fait de prévenir un petit peu ces risques-là et d'agir en fait dès les premiers jours d'hospitalisation du bébé et pas après, quoi. Donc d'où le fait aussi que ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'est des parents qu'on a suivis quand même durant toute la période d'hospitalisation de leur bébé. Et pour le coup, par contre, l'entretien a été mené dans les premiers jours après la sortie d'hospitalisation pour justement faire un petit peu un récapitulatif de tout ça et permettre aussi aux parents de souffler un peu, quoi. Et dans tes données que tu récupères, est-ce que tu récupères aussi des données médicales issues des dossiers médicaux, genre l'état de l'enfant, comment ça s'est passé pendant les soins, tout ça? Oui, très juste, j'ai oublié de le dire. On a le PERI, donc le Perinatal Risk Inventory, je crois, qui est en fait complété, et de base c'est à compléter par un médecin parce qu'effectivement on se sert des données on se sert des données du dossier médical du bébé et donc là c'est le chef de service qui est très 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 impliqué dans cette recherche qui nous complète nos petits péris à chaque fois. Donc oui, on tient compte du profil médical du nouveau-né et aussi du coup du statut socio-économique des parents puisque ce sont des choses qui reviennent systématiquement en fait dans la littérature. Donc, évidemment. on doit forcément les contrôler. Et sur les 30 parents que tu as interviewés, tu as beaucoup de disparités justement au niveau socio-économique, dans l'état des enfants, etc., où tu vois des patterns qui se répètent. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que je n'en ai pas interrogé 30 puisque on perd beaucoup de parents une fois qu'ils retournent à la maison. C'est marrant ça. Oui. Soit parce qu'ils veulent plus en entendre parler, soit parce que pareil ils n'ont pas le temps, soit parce que c'est des parents qui depuis le départ n'ont pas été, on va dire, très impliqués, mais pour des raisons complètement valables et qui font qui ferment un petit peu les yeux sur nos messages. Donc pareil, on a pris le parti pris de ne pas relancer 15 fois. On fait une relance et sinon on laisse tranquille. Donc on a eu 15 parents. En fait, on a eu moitié moins. C'est déjà pas mal. C'est ce qu'il faut pour une analyse thématique en fait. Ouais, donc voilà. T'es dans ton quota de saturation, c'est bon. Ça. Sachant qu'un parent qui refuserait de venir pour cet entretien, ça peut être utilisé comme un résultat en soi, non? Oui, ça clairement on en parlera en disant ça montre bien qu'effectivement il y a un retour à la maison qui est... Je sais pas si c'est difficile, mais en tout cas il y a des parents qui m'ont dit que c'était difficile, mais il y a un truc qui se passe, il y a vraiment cette volonté, je crois, de couper avec ce qu'ils viennent de vivre. En se rendant compte effectivement au retour à domicile qu'en fait c'était hyper traumatique là où ils n'ont pas eu le temps de le réaliser. Quand ils étaient dans le feu et qu'il fallait qu'ils agissent maintenant et qu'il n'y ait pas trop le choix, quoi. C'est ça. Est-ce que l'évitement, il n'y a pas un lien avec les PTSD justement, des liens comme ça qui peuvent être établis? On pourrait le faire puisque du coup on a grâce au PPQ, donc périnatal post-traumatic stress questionnaire, un truc comme ça. En gros, ça évalue le risque de développer un trouble de stress post-traumatique, quoi. Spécifiquement dans le milieu néonatal.
Et donc, du coup, on pourrait effectivement, tu viens de me donner une idée, mettre en lien ces données-là avec... est-ce que c'est des parents qui finalement ont été présents. Après, on n'a pas eu beaucoup de scores élevés sur le PPQ, beaucoup plus sur la dépression postpartum. Ok. Ouais, parce que du coup, je suppose que sur les 30 personnes qui ont rempli ils ont rempli les questionnaires, ils ont eu leur suivi quand ils étaient à la maternité. Ils t'ont lâché pour le suivi quand ils sont sortis. Mais du coup, tu as quand même les données sociodémographiques et tous les questionnaires et toutes les suivis psy de ces personnes avant. Et donc, tu pourras comparer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui pourrait expliquer qu'ils refusent l'entretien à la fin. Oui, parce qu'en vrai, effectivement, c'est des résultats en soi. C'est des résultats en soi. Et d'ailleurs, quand ce sont des parents qui, au départ, étaient intéressés par la recherche et qui, finalement, ont décidé de ne pas remplir les questionnaires, ils nous donnent toujours une petite justification. Et ça, d'ailleurs, je l'ai noté systématiquement. Est-ce que c'est des parents qui n'ont pas le temps ? Est-ce que c'est des parents qui, juste, n'ont pas l'envie ? Est-ce que c'est... Alors, souvent, en fait, c'est des papas qui reprennent le travail et qui, du coup, n'ont pas le temps. Mais en fait, souvent, c'est qu'ils n'ont pas envie. Oui, parce que remplir un questionnaire de 15 minutes, en vrai, de vrai, c'est pas non plus. Ouais. Et d'ailleurs, on a fait le choix aussi d'utiliser des questionnaires très courts et pas énormément, parce qu'on savait que... Sinon, en fait, on n'aurait vraiment pas de données, quoi. Ce qui est normal, encore une fois. Mais on sait que pas le temps égale pas envie, souvent. Oui, souvent le protocole que tu fais quand c'est des questionnaires, pas le temps égale pas envie. Il faudrait ajouter la question. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas le temps parce que vous n'avez pas le temps? Ok. J'avais un truc avec les entretiens, mais j'ai oublié ma question. Sinon, on va sur les résultats. Passons directement aux résultats. Passe aux résultats et je reviendrai. Du coup, pour ce qui est des résultats, donc on est en train de les analyser en ce moment. On a un petit peu fini. En tout cas, pour ce qui est du quali, c'est terminé. Pour ce qui est du quanti, en fait, là, on est sur une seconde phase d'étude qui vise justement à voir si l'outil qu'on a créé est efficace et pertinent. Et donc, en fait, on recommence à recruter pour avoir davantage de données quantitatives. Donc, on rebalance des cahiers d'observation. Parce que au niveau statistique, justement, on n'a pas de quoi actuellement avoir des seuils de significativité intéressants ou autre. Donc, pour le quanti, ce sera plutôt à partir de juin, juillet. Et pour le quali, on a des choses très, très intéressantes. Déjà, pour ce qui est du vécu des parents, il n'y a rien de surprenant. En fait, c'est déjà, pour vous parler un peu de façon chronologique de ce qui a pu ressortir des entretiens, c'est des naissances pour lesquelles ils gardent quand même majoritairement un mauvais souvenir, parce que beaucoup d'urgence, de stress, d'impréparation et d'imprévu. Une première séparation aussi avec le bébé, puisque c'est des mamans souvent qui voient leur bébé vraiment, on va dire 10 secondes, même pas. Et ensuite, le bébé part directement en médecine néonatale, là où elles, en plus, quand elles ont eu des césariennes, restent. Pas y aller, On a des mamans qui voient leur bébé que le lendemain, quoi. Donc vraiment, encore plus quand il y a des césariennes, je crois il y a un truc de on m'a arraché mon bébé et en plus on me laisse pas aller le voir et c'est terrible. J'ai une maman qui a trouvé un espèce de déambulateur, je crois, dans le couloir et coûte que coûte, elle s'est accrochée. Elle a été jusqu'au service de médecine néonatale alors qu'elle saignait à moitié de sa cicatrice. Il y a vraiment un truc de... je crois très animal en fait faut que vous me donniez mon bébé sinon je pète un plomb, quoi. Je vais arracher la gueule du soignant, il faut qu'il me rende mon enfant. C'est ça, donc ça déjà c'est un vécu qui est effectivement très très compliqué et qui en plus a un impact direct puisque du coup c'est des parents qui nous disent que quand ils viennent voir leur bébé ils savent pas que c'est leur bébé, quoi. Ils le reconnaissent pas, ils le connaissent pas, c'est-à-dire que déjà effectivement il n'y a pas eu cette grossesse qui a été menée à terme. Donc pour les mamans notamment, c'est compliqué de se sentir mère. Il n'y a pas eu de préparation mentale plus que ça. Et c'est un bébé qui, effectivement, physiquement est différent d'un bébé né à terme. Donc c'est pas valorisant. Et puis en fait, depuis quand c'est le mien ? Parce que ça pourrait être celui de la voisine, quoi. Il est dans une chambre, je l'ai pas eu sur moi, je le connais pas. Donc il y a eu ça, et en fait ce qui revient beaucoup c'est que justement ce sont des parents qui se sont sentis parents à partir du moment où ils ont pu faire leur premier pot à pot, en sentant l'odeur de leur bébé, en sentant leur rythme cardiaque, et en le prenant vraiment dans leurs bras, quoi. C'est pour ça que le portage est, de façon générale, et le pot à pot aussi, mais c'est hyper important. Et puis pour ce qui est un petit peu de l'évolution,
justement de la création des liens parents-bébé, c'est quelque chose qui s'est fait donc vraiment au fur et à mesure. Déjà par rapport effectivement à l'état de santé du bébé. Si c'est un bébé qui va mieux, a priori on a plus de facilité aussi. Par rapport justement à qu'est-ce qu'on peut enlever. Est-ce qu'on peut enlever l'assistance respiratoire? On peut enlever son masque, on peut enlever sa sonde. Et au plus on enlève en fait, j'ai envie de dire tous ces gros tuyaux médicaux, au plus on est à l'aise et donc au plus on a envie d'être là. Il y a le fait aussi, une maman qui m'a dit le fait d'habiller mon bébé. Parce qu'en fait, c'est des bébés qu'on n'habille pas. Oui, ils restent nus tout le temps dans leur couveuse. Avec la couche, quoi. Ouais. Toute petite couche. Tout est adapté. Vraiment des mini-couches. Pour les fétichistes, des trucs miniatures. Ouais. Des couches de prématurés, quoi. Vraiment, c'est très... Quand après, quand je vois des bébés à terme, ou quand je vais dans les supermarchés et que je vois les produits pour les bébés à terme, je suis en mode, mais ils sont énormes. Des géants. C'est une couche pour adultes, ça, non? Oui. Je sais plus qui la dernière fois m'a présenté un bébé, il devait avoir 1 mois. J'ai dit, wow, il a 6 mois. Pas du tout. pas les bonnes référentiels, quoi. Ouais, non, vraiment pas. Et donc, le fait d'habiller son bébé, voilà, c'est tout bête, mais de lui choisir ses vêtements, c'est une façon aussi, le terme est pas très joli, mais de se l'approprier, quoi. Enfin, c'est mon bébé. C'est ce que projette, je pense, la plupart des parents. Ils se disent, je décore une chambre, je prépare des vêtements. C'est tout ce qui va avec, les jouets, les choses. Et en fait, c'est tout ce qu'on t'enlève, entre guillemets, quand on est dans la prématurité et que tu peux pas l'amener chez toi, tu peux pas l'habiller, tu peux pas jouer avec. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec en ça. fait, tu ne peux faire que ce que les soignants t'autorisent à faire. Et cette notion, justement, de dépendance aux soignants est beaucoup revenue dans le discours des parents qui disent, en fait, c'est pas mon bébé, c'est le leur. Et je dois demander l'autorisation pour le débrancher, le prendre sur moi. Et ça, c'est très dur pour eux. Ouais, la perte d'autonomie et de... Ouais. Et justement, quand ils commencent à retrouver cette autonomie-là, généralement, ils se sentent aussi beaucoup plus proches de leur bébé parce que ils se sentent parents. C'est eux qui prennent des décisions. Ils commencent à s'affirmer aussi auprès des soignants en disant non, là, en fait, je pense que c'est pas une bonne idée de lui faire prendre son bain maintenant parce que moi, j'ai identifié que fallait mieux le faire manger avant, par exemple. C'est des petites choses comme ça, mais qui sont hyper importantes pour eux. Et puis, encore une fois, l'encouragement aussi des soignants dans le fait de rentrer en interaction avec leur bébé les a énormément aidés. Il y a vraiment eu des très très bons retours sur l'équipe de médecine néonatale de Louis Mourier pour le coup. C'est une équipe hyper soutenante, hyper douce, hyper compréhensive et qui cherche vraiment, pour le coup, à tenir compte des difficultés des parents pour les accompagner au mieux. Et ça a vraiment été souligné. Et puis ensuite, pour ce qui est du retour à domicile, là, un peu, en gros, ça passe ou ça casse, quoi. C'est-à-dire que soit c'est des parents qui sont complètement perdus, qui ont l'impression d'avoir été un peu livrés à eux-mêmes et c'est un peu l'angoisse. Soit c'est des parents qui enfin recouvrent en fait une complète autonomie et qui sont hyper épanouis dans leur rôle de parents. Et il y a aussi un truc que j'ai pas mentionné, c'est le passage en néonat. Ouais. Donc réa, soins intensifs, néonat. Où là, du coup, il y a beaucoup plus d'autonomie, beaucoup moins de surveillance. Et ça, pour les parents, c'est une angoisse terrible parce qu'il n'y a plus de scope. Et que du coup, il n'y a plus rien qui témoigne de est-ce que bébé va bien? Est-ce que son cœur bat? Et donc, généralement, c'est très mal vécu aussi. Ok. Ah, je réponds. Ouais. On pourrait se dire que c'est justement le côté moins médicalisé, ils sont du coup plus proches de l'enfant, etc. Mais en fait, oui, le fait qu'il soit plus branché, qu'il n'y ait plus tout ça, alors qu'il est encore à l'hôpital, ça peut être stressant de se dire il n'y a pas l'infirmière à côté, comment je vais faire? En fait, c'est ça, c'est parce que du coup, c'est des parents qui ont été habitués en fait à se concentrer vraiment sur l'aspect médical déjà de leur bébé, mais aussi même au niveau de leur parentalité. C'est plus des soignants que des parents. Ouais. Et du coup, qu'on leur enlève ça d'un coup, c'est compliqué de faire autrement aussi. Ouais, même le retour à la maison, je suppose, ça doit être ça. Ouais. Il y a des parents qui, du coup, achètent, je crois qu'ils ont développé des espèces de matelas qui, en gros, envoient une notification sur le téléphone si bébé fait une bradycardie. Et en fait, on leur dit surtout, n'achetez pas ça. Oh, le stress. Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est des parents qui restent en hypervigilance, mais des fois sur des années, quoi. Ouais. Ouais, après, on va pas aller sur le calibrage du matériel. alors, ouais, en plus, ouais. Bon, voilà. Si ça a l'efficacité des bracelets connectés qui ont ton pouls sur le rythme cardiaque, bon, je pense que le calibrage n'est pas terrible. C'est ça, donc en fait, je peux comprendre que ce soit rassurant en fait en tant que parent. C'est psychologiquement rassurant parce que je pense que ça l'est pas concrètement, mais
en fait, c'est entre guillemets, c'est la pire chose. Et on leur apprend petit à petit, justement, à se décentrer du scope. On met des choses sur les écrans pour qu'ils les regardent plus, ou alors on enlève le son. Mais c'est très compliqué pour eux de faire confiance. Et c'est très compliqué pour eux de se baser uniquement sur ce qu'ils voient de leur bébé, en fait. Oui, alors que en fait, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils font. Ouais. T'as pas un ça. matelas médicalisé chez toi quand tu débarques avec ton enfant et quand il est malade, il te le dit, quoi, ou tu le vois et Ou tu le sens. ou tu le sens. Oui, Selon la maladie. selon la maladie, tu le sens. Donc, ouais, non. En gros, globalement, là, c'est vraiment un gros résumé de ce qui a pu ressortir des entretiens. Et du coup, concernant un petit peu les besoins des parents, je crois qu'ils avaient besoin de plus de cohérence en fait, dans les informations qui leur étaient transmises. Il y a beaucoup de documentation dans le service, mais il y en a un peu partout et surtout. Et les parents ne pensent pas toujours déjà aller les voir. Et puis selon les soignants, il y a un soignant qui va dire il faut faire comme ci, et puis l'autre qui va dire il faut faire comme ça. Déjà que c'est le cas dans les maternités classiques et que franchement il y a de quoi s'arracher les cheveux, mais en plus quand on est hospitalisé avec son bébé pendant plusieurs mois, là ça devient vraiment un casse-tête. Et puis après ils nous ont parlé de ce qui les avait déjà aidés, donc notamment les témoignages en fait dans le sas de réanimation. Donc le sas c'est un peu la pièce où on se lave les mains avant de rentrer en réa, quoi. Il y a des tableaux avec des témoignages de parents qui du coup sont ressortis de médecine néonatale avec leur bébé prématuré et qui témoignent de je sais pas, Mathéo né à 25 plus 6 semaines d'aménorrhée, aujourd'hui va bien avec des photos et un texte et tout. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé les parents. Parce qu'ils se sont dit, ah ok, donc en fait, je peux ressortir avec mon enfant et je peux avoir un enfant qui va bien. Et il me tarde d'être à la place de ses parents pour témoigner, quoi. Ouais, ils se projettent un peu plus que quand ils voient l'enfant dans la couveuse. Ouais, clairement. Et ça leur met quand même beaucoup de baume au cœur. Je crois que les ateliers créa aussi, le fait de pouvoir parler en fait avec d'autres parents les a beaucoup aidés. En fait, tout ce qui est soutien des pères, quelle que soit la façon dont c'est fait, les a beaucoup aidés aussi. Ouais. Ah, j'ai retrouvé ma question protocole. C'est pas du tout en retard, t'inquiète. Non, t'inquiète. C'est cool. C'est cool. Je me demandais, les parents, quand ils rentrent dans l'hôpital, dans le service, est-ce qu'on leur demande de faire des choses, genre changer de vêtements, avoir des trucs un peu médicalisés, stériles, pour rentrer dans les sas, rentrer dans les pièces, toucher leurs enfants, tout ça? Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça dépend des bébés et justement de leur profil médical, surtout s'il y a un gros risque infectieux. Il y a des chambres en fait sur lesquelles il y a des pancartes avec marqué qu'il faut par exemple porter un masque et effectivement des champs un peu stériles et d'autres où pas du tout. Mais je crois qu'en fait il y a beaucoup de parents qui, même si ce n'est pas marqué, le font. Ouais. Par peur de contaminer. Exactement, des parents qui vont mettre la blouse, les gants, le masque, tout. Le doigt de mettre des lunettes parce que faut pas toucher, c'est trop fragile. Mais voilà, du coup, c'est compliqué de répondre à ta question parce que je sais pas si en fait ça relève vraiment de ce que sont censés faire les parents ou si c'est eux qui préfèrent faire ça parce qu'il y a des infirmières qui rentrent sans avoir autant d'équipement en cosmonaute comme ça. Ouais. Je touche à rien. Bon, par contre, le masque là depuis quelques mois est redevenu obligatoire quoi qu'il arrive. Ouais. Ah, parce que moi j'imagine. Déjà, j'ai pris une fois un nouveau-né dans les bras. J'étais comme ça. J'avais l'impression que j'allais le casser. Ouais. Je pouvais pas me lever. J'étais là, je vais mourir. J'étais là, attention la tête, attention, non, faut pas que je m'approche trop parce que si je le contamine, imagine. Non. Voilà, la panique. Alors, si c'est un enfant prématuré, l'angoisse. Ouais, non, mais c'est sûr. Surtout que les bébés, en plus, ils ont, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la fente, je veux pas dire de bêtises, purée. On coupera si c'est une bêtise, la fente labiale. Fontanelle. Fontanelle, je crois que c'est, non ? Ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que la fente labiale, c'est encore autre chose. Je crois que c'est au niveau du palais ou je sais plus. Mais en gros, ouais. Oui, labiale, ça doit être le palais. Oui, du coup, c'est assez impressionnant, même un bébé à terme, en fait. Avec un os du crâne pas fini. Avec un os du crâne pas fini. Qui peut se casser en deux. Cassez pas les os du crâne de vos bébés. Merci. Oui, vraiment. La prévention pour les nuls. Est-ce que dans ta thèse, vous avez prévu de faire un peu des recommandations par rapport à ça, sur peut-être des procédures qu'on pourrait mettre en place, justement du fait de tous les discours qu'il y a eu au niveau des parents, déjà dans l'hôpital en question, et de façon un peu plus générale? Justement, l'objectif de la thèse, c'est de créer un outil de soutien à la présence parentale. Donc, je vais y venir. Mais par cet outil, le but, effectivement, c'est de... Je ne sais pas si c'est de faire de la prévention, mais en tout cas de prévenir les risques qui pourraient être associés à une moindre présence parentale en l'encourageant. En tout cas, en essayant de participer à l'encourager avec cet outil.
Et du coup, pour en revenir aux entretiens, les entretiens avec les soignants ont été aussi hyper riches parce que déjà, ils nous ont permis de nous donner un petit peu leur perception de la présence parentale et de son importance. C'est cohérent, donc c'est génial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un soignant qui nous a dit « je trouve que ça sert à rien ». Non, franchement, oui, qu'ils viennent pas. Ouais, en vrai, qu'ils viennent pas, c'est chiant, ça nous perturbe dans notre travail. Il n'y en a pas qui ont ressenti ça? Parce que moi, c'est ce que j'aurais pu imaginer, des parents qui veulent trop être présents, tu vois, que tu dois au contraire leur dire bah non, il faut qu'on fasse notre travail aussi, vous pouvez pas interférer à tout moment. Donc, Je pense qu'il y a un biais parce que j'imagine que du coup, les soignants qui ont participé à cette étude n'étaient pas les soignants qui pensaient ce genre de choses. Ok. Puisqu'on était habitués à les voir chaque semaine dans le service, on papotait, ils nous connaissaient, donc ils savaient en fait de quoi cette recherche traitait. Donc j'imagine que les soignants qui pensaient ça déjà étaient peut-être pas les plus motivés pour faire pour participer à la recherche, et encore moins pour dire moi je m'en fous. Donc globalement pour eux la présence parentale était vraiment hyper importante, que ce soit pour le développement de l'enfant, que ce soit pour les parents, que ce soit même en fait pour eux-mêmes les soignants, parce que il y a un autre regard sur le bébé qui est celui d'un bébé qui a une subjectivité, qui est dans un contexte familial particulier, etc. Et puis, en gros, ils m'ont redit un petit peu ce qu'eux avaient mis en place dans le service. Et c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de choses, ce qui fonctionnait moins bien. Et en gros, le seul petit bémol, c'était effectivement au niveau du recueil et de la transmission des informations sur la présence parentale entre les équipes. C'était un peu décousu et un peu subjectif à chacun. Ce qui, du coup, le risque, c'est qu'on passe à côté en fait de parents qui ont vraiment peut-être plus besoin d'aide ou de soutien, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Bon, trop bien. Bon, on a fait le tour des résultats qualitatifs, du coup. Ouais. En gros, là, c'était les résultats plus résultats. Et après, le gros résultat, c'est le livret, quoi. Mm-hmm. Que tu as terminé ? Oui. Ah, ok, c'est pour ça que tu nous y as amené, je n'étais pas sûre, mais ok. C'est mon petit bébé. Il est prématuré ? Un peu en ce moment, parce qu'il n'est pas complètement fini, dans le sens où c'est une fois la phase d'évaluation qui est en train de se faire passer qu'on pourra enfin dire « il est là ». Il est sorti. Il fera partie de ton mémoire de thèse, ou c'est quelque chose qui est à côté et tu dis je l'ai fait? Ah non, c'est vraiment mon mémoire de thèse, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Au début, effectivement, ma thèse était plus centrée sur tous les aspects que je viens de vous citer, donc plus vécu parental et présence parentale. Et en fait, avec Emmanuel, on s'est dit, en fait, on est en train de créer un truc quand même sympa, ce serait bête de ne pas se focaliser dessus. Donc non, là, vraiment, le livret est au centre de la recherche. Et donc c'est un livret qui en fait est sous un format un peu de carnet de naissance. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. Truc où on note un peu bébé, le poids, machin. Ouais. Alors justement là, on a décidé de se décentrer de l'aspect médical pour éviter aux parents justement de rester focus sur des trucs qui les concernent parce que c'est leur bébé. Mais ils auront le carnet de santé de toute façon. Voilà, exactement. Il y a déjà, et en plus il y a déjà des livrets un peu comme le livret Panda qui existent en ce sens aussi. Où on peut noter un peu plus le poids de bébé, un peu ses évolutions médicales, je dirais, ou développementales en tant que telles. Là, le but de ce livret, c'est plutôt de permettre aux parents, au même titre qu'un carnet de naissance, de pouvoir témoigner hebdomadairement, à la fois de ce qu'ils ont pu faire avec leur bébé. Et donc pour ça, on a mis en place un tableau avec des petites gommettes à coller, ce qui est un peu plus ludique que de prendre un stylo et d'écrire des lignes, quoi. Et en fait, ces gommettes, c'est par exemple toilette... J'ai parlé à bébé, je l'ai regardé, je l'ai touché. En fait, des petites choses anodines, mais les parents ne se rendent pas compte que ça joue. Et donc, en les mettant en avant dans le livret, ils se rendent compte que en fait, c'est important. Et puis aussi, ça leur permet de décrire comment ils se sentent. Donc, pareil, avec un système de tableaux et de gommettes, avec un petit peu les émotions qu'ils peuvent ressentir et qui sont ressorties dans les entretiens que j'ai menés. Donc, on a le doute, la culpabilité, la fatigue. La fatigue n'est pas une émotion, je crois, mais... Bon, un sentiment en tout cas, enfin un ressenti. La joie aussi, l'amour, des choses un peu plus positives mais qui en fait sont là, et heureusement. Et en fait, c'est aussi un cahier dans lequel justement on a recensé les informations qui nous semblaient les plus importantes à considérer pour les parents. Ce qui permet d'avoir en fait une cohérence dans les informations qui sont transmises. Ce qui était un peu le petit bémol du coup... dans le service, en tout cas ce qui pouvait l'être sans être vraiment un énorme bémol. Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis on a remis des témoignages de parents, vu que ça avait super bien marché dans le SAS.
Et on a laissé aussi la possibilité aux parents, par des petits encadrés, pareil, hebdomadaires, de nous dire s'ils avaient des questions pour les soignants ou des remarques. Parce qu'en fait, l'objectif de ce carnet, c'est qu'il soit laissé un peu à la même place systématiquement dans la chambre de l'enfant. Et en fait, les parents peuvent choisir si oui ou non ce livret est consultable par les soignants. Si ça l'est pas, mais dans ce cas-là, ça l'est pas. Et si ça l'est, effectivement, le laisser sur ce petit présentoir en chambre pour que les soignants puissent aller directement à cette page par un système en fait de marque-page, à la page de la semaine, et voir si les parents ont des questions, et voir aussi si les parents font quelque chose avec leur bébé. Et si c'est pas le cas, ok, c'est des parents avec qui je dois peut-être passer un peu plus de temps. Ouais, pour voir comment améliorer la relation avec l'enfant, etc. C'est ça. Ou si c'est un parent qui met que des émotions négatives, là, il faudrait peut-être que je prévienne la psychologue du service. En fait, on essaie, c'est un carnet qui permet aussi d'anticiper un petit peu les choses. Et globalement, c'est hebdomadaire, donc en fait, toutes les semaines, c'est un peu les mêmes choses à compléter. Mais on a fait aussi les choses par service, c'est-à-dire qu'il y a 3 chapitres, donc réa, soins intensifs, néonat. Et en fait, c'est des pages amovibles que les parents peuvent retirer à leur guise pour à la fin avoir leur petit carnet à eux sans qu'il y ait trop de pages ou des unités qui leur correspondent pas, parce que le but, c'est que ça serve à tous les parents de nouveau-nés hospitalisés, pas que aux parents de nouveau-nés grands ou très grands prématurés. Et justement, à chaque chapitre, on explique un peu quel est l'intérêt de ce service, pourquoi ils sont là. Et ça, c'était vraiment dans l'idée notamment de pouvoir un peu plus préparer les parents au passage en néonat. C'est-à-dire qu'ils peuvent directement aller à cette page-là en se disant « Ah ok, donc ce sera ça. Donc c'est bien peut-être que je pose des questions en amont. » En amont, avant d'être perdue quand je vais arriver tout seul dans ma petite pièce avec mon enfant. C'est ça, sans scope. Et puis il y a une dernière chose qu'on a mis, c'est des recommandations aussi de lecture, de podcast, de petits livrets pour accompagner aussi un peu les parents. Donc en gros, dit comme ça, c'est un peu un fourre-tout. Ouais. Mais assez bien organisé dans les faits. Et du coup, on a commencé à le mettre en place dans le service, en tout cas auprès des parents grands et très grands prématurés qui font pour le moment partie de la recherche. Et les retours, en tout cas de la part des parents, sont plutôt bons. Par contre, on se rend compte que c'est des parents qui préfèrent quand même garder le livret pour eux. Okay. Et pas trop le communiquer aux soignants. Donc, ça tombe un peu à l'eau, mais tant que ça leur plaît et qu'ils s'en saisissent, c'est un peu le plus important, quoi. Et toi, ce que tu fais dedans, c'est que tu récupères les infos qu'il y a à l'intérieur pour des analyses ou pas du tout, ou c'est juste pour eux? En fait, du coup, c'est des parents qui font partie de l'étude, donc ils complètent aussi les cahiers d'observation. Et en fait, il leur est dit dans la note d'information que s'ils sont d'accord, on récupérera en fait en photo ou en scan les pages qu'ils ont complétées du livret pour voir en fait comment ils s'en sont saisis. Et au même titre que ce qu'on a fait dans la première phase, il y a aussi un entretien semi-directif qui a lieu avec eux après, et aussi avec les soignants, pour voir justement qu'est-ce qui leur a aidé dans cette hospitalisation, est-ce qu'ils mentionnent le livret, et si oui, qu'est-ce qu'ils en disent, quoi. Et dans ce livret, est-ce qu'il y a une partie sur le après qui soit sorti? Est-ce qu'il y a un peu une continuité une fois qu'ils rentrent chez eux pour qu'ils continuent à l'utiliser si jamais c'est un outil qui leur plaisait? Alors non, on n'a pas du tout pensé à ça. Par contre, il y a la photo du je sors de la maternité, je sors du service et tout. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis aussi une dernière page à arracher où en fait les parents peuvent noter un petit peu soit des petits mots pour les soignants, pour les équipes, soit justement des recommandations. Et en fait, on va mettre en place un système de boîte aux lettres dans laquelle les parents justement peuvent placer leurs recommandations ou juste leurs petits mots hyper mignons. Je sais pas, merci Francine ou Lola pour m'avoir aidé à rentrer en interaction avec mon bébé. Et du coup, tu parlais de parfois une incohérence entre les informations qui peuvent être transmises à l'hôpital. Est-ce que tu t'es assuré que ce qu'il y a dans le carnet ne rentre pas en conflit avec certaines des choses qui sont déjà recommandées à au niveau des différentes unités et ensuite, est-ce que aussi tu as dû briefer l'ensemble du personnel sur son contenu pour essayer de se dire qu'ils ne disent pas des folies par rapport à ce qu'il y a écrit, quoi. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai complètement oublié de parler de ça. Le livret, avant de le mettre en place là, pour la deuxième phase, il a été validé à 2 reprises auprès de certains membres de l'équipe qui ont participé à des réunions qu'on avait organisées de présentation du livret. Suite à ces réunions de présentation, on a apporté des premières modifications. Ensuite, on a en fait mis des exemplaires du livret dans les différentes salles de repos des unités avec une note de commentaire.
Et je crois qu'on l'a laissé pendant 1 semaine. Et ensuite, on a récupéré les commentaires écrits par les soignants pour refaire des modifications. Et parallèlement à ça, on a aussi organisé une réunion avec les parents qui avaient participé à l'étude. Et eux nous ont donné des retours et on a refait des modifications. Okay. Donc, voilà. Et ensuite, il y a eu un gros mail aussi très explicatif de comment fonctionne le livret, sachant qu'en fait, il y a aussi une page dans le livret déjà explicative de comment fonctionne le livret, pour que tous les soignants l'aient, alors à condition qu'ils aient lu le mail. Et puis, en fait, on a décidé que ce seraient les psychologues du service qui sont aussi très impliqués dans cette recherche, puisque c'est elles en plus qui recrutent notre population au départ, qui distribuerait ce livret et qui le présenterait aux parents en quelques phrases. Parce qu'elle voit en fait les parents systématiquement pendant leur première semaine d'hospitalisation avec leur bébé. Ok, parfait. Ouais, tu t'es assuré que quand même les gens soient à peu près au courant là. Ouais, là franchement, s'il y en a un qui me dit je suis pas au courant, je le prends très mal. Je comprends. Ouais. Non, et puis en plus, moi je le suis moins maintenant que j'ai une super stagiaire vraiment en or, Mathéa, qui est toutes les semaines du coup dans le service et qui s'occupe un peu de gérer la deuxième phase pendant que j'écris mon manuscrit. Et pour le coup, on y est toutes les semaines. Donc, voilà, au bout d'un moment, ils nous connaissent, les équipes tournent, on se présente, on se représente. Mais franchement, ça match et on a été super bien accueillis et on a pu faire quand même notre place, alors qu'on sait que dans le milieu hospitalier, c'est pas toujours facile de se faire sa place, quoi. Et est-ce que vous avez mis du temps et du travail sur l'aspect graphique ? Je peux imaginer que la présentation d'une information, elle est hyper importante de comment elle va être reçue et si c'est motivant à remplir, tu sais que tu as plus de chances quand même. Donc est-ce qu'il y a un graphiste qui a travaillé dessus ou est-ce que c'est vous qui avez des compétences là-dessus Je suis la graphiste, mais sans compétences. Donc, pour le coup, Canva a été mon ami, quoi. Ouais, ok. Vraiment, pas plus. Vu que c'est une recherche qui est soutenue par la Fondation Mustela, je me suis un petit peu servi de certaines couleurs de la Fondation pour leur rendre un petit peu hommage. Ok. Qui sont des couleurs généralement plutôt agréables et, on va dire, concordantes avec ce champ-là, de la périnatalité. Et puis, un design un petit peu pré-créé. On va pas se mentir, sur Canva. Et après, j'ai rajouté mes petits trucs. Mais franchement, ça passe bien. On dirait presque que c'est un graphiste qui l'a fait. Ouais, t'as peut-être un talent à la base parce que tu vois, tu me donnerais cette mission. Je sais déjà à quoi ressemblerait le livret. Et on me le jetterait à la gueule. Et je serais en mode, oui, je comprends. Ça serait le diapo de certains de nos profs à la fac, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça, le genre de diapo où il y a du texte et un fond blanc et rien. Ouais, voilà. Ça, ou non. Ou le diapo fond bleu, écriture jaune, écrit en tout petit où il y a 5000 lignes. À la fin, t'as pas une migraine. justifié. T'es là, genre, j'adore. Ça, c'est des erreurs grossières, mais tout le monde n'a pas ce sens de l'esthétique, de rendre un truc joli aussi, tu vois. C'est là où je veux en venir. La diapo plein de texte en Big 2025, ce n'est plus toléré. Je sais pas comment c'était déjà pas toléré avant. Encore en être là. C'est juste horrible. Ouais. C'est un autre sujet que certains ne savent pas faire des diapos alors qu'ils ont 30 ans de métier. Non, mais au-delà de ça, je trouve qu'avec il faut les connaître, mais avec les logiciels qu'on a actuellement, c'est pas compliqué de faire un joli truc, quoi. Effectivement. Non, c'est sûr. Ça se fait un truc juste au moins un peu simple, un peu beau. Après, c'est peut-être un souci d'outils informatiques. C'est peut-être méchant de se dire ça. Peut-être c'est là. Tu discrimines les personnes qui n'utilisent pas trop les outils informatiques. Ça m'arrive, oui. Donc, c'est possible que ce soit ça. Et typiquement, là, j'ai passé 1 heure à faire un diapo pour ma mère qui devait faire une présentation. Parce qu'elle me disait, j'arrive pas à faire des points pour... Ah ouais, alors d'accord, on partait de loin. J'ai dit, ok, laisse-moi faire, je m'occupe de tout, parce que sinon ça va être très très long si tu m'envoies ta diapo à chaque fois que t'arrives pas à faire un point, quoi. Et du coup, t'es passé pour un génie de l'informatique. C'est hyper valorisant. Ouais, c'est clair. Regarde ce que j'ai fait, maman. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit merci beaucoup. Ouais, c'est marrant. Donc ouais, mais oui, j'aurais dû vous le ramener, parce que j'ai un exemplaire, mais je l'ai en photo. En gros, ça c'est la couverture. Oh, donc ça, là, du coup, vu qu'il n'y a pas de vidéo, pour ceux qui nous écoutent, pour le moment, c'est un carnet spirale. Donc c'est pas non plus le plus joli, mais le but c'est qu'à la fin, on ait suffisamment de fond pour faire vraiment un carnet un peu plus quali. Là, ça ressemble plus à un rendu de mémoire, quoi. Sous format, je crois que c'est A5 le format, donc on n'est pas non plus sur un grand cahier. Ouais. Ce qui est plus agréable, mais voilà, j'ai essayé de faire des trucs un peu... Non, c'est pas mal. Un peu mignon, quoi. Ouais. Non, mais je vois très bien la patte Canva. La patte Canva. Ah bah oui. Canva, c'est ce que j'avais utilisé pour faire nos affiches, les flyers qu'on avait mis pour une étude à Charles Perrin quand j'étais en postdoc là-bas.
C'est après ma hyper thèse. utile, Canva. Et j'avais fait une super affiche, elle était très mignonne. Hein. Je suis sûre que c'est pour ça que les gens ils sont venus dans l'étude. Ouais. Canva Premium, c'est encore mieux. Non, j'ai pas créé. Mais j'ai pas pris non plus, j'ai pas payé. Et est-ce qu'on pourra imaginer à terme ce serait quoi les étapes pour arriver à une transmission dans d'autres services, d'autres hôpitaux? Est-ce que c'est déjà une volonté de votre part? Ouais, alors en fait, on a déjà d'autres hôpitaux qui nous ont contactés parce que forcément, c'est une recherche qu'on a présentée à différents congrès. Ouais. Et, voilà. Et on leur a dit que de notre côté, il n'y avait pas de souci à condition que le service de Louis Mourier soit OK, mais je crois que c'est aussi dans l'intérêt en fait de tous les le bébés monde, prématurés. Attention, semble, ouais. si ça fonctionne, parce que peut-être que ce qu'on a fait, Bien sûr, ouais. c'est nul. Mais dans l'idée que ce soit quand même un truc un peu chouette, autant que ça serve au maximum de parents. Donc oui, le but, c'est de pouvoir effectivement l'étendre à différents services, aux services qui le souhaitent, de le proposer aussi. Mais ça ça sera le travail d'Emmanuel. Moi, j'aurai fini ma thèse. Voilà. Mais Ok. ouais, faut, si ça peut être utile à certains parents, il faut que ça serve au maximum. Et c'est pas quelque chose qu'on veut garder pour nous, qu'on veut couver éternellement, quoi. Ok. Et du coup, tu nous offres une transition parfaite. Tu parles de la suite. Tu vas approcher de la fin de ta thèse. Est-ce que tu as des idées sur ce que tu veux faire? Est-ce que tu as des certitudes? Sûrement pas. C'est rarement le cas. C'est quoi le plan? En vrai, Ok. Ok, bah, trop bien. C'est rare. Donc, Ouais. Non. Pour le coup, en fait, je fais une thèse à mi-temps, oui. Enfin, je suis pas financée par cette thèse. Enfin, j'ai eu des financements du coup de la Fondation Mustela. Mais c'est pas une thèse que j'ai décidé de faire en contrat doctoral parce que justement, l'aspect clinique, on va dire du métier de psychologue de façon générale, m'importait énormément. Et donc, je travaille en libéral à côté de ma thèse, 3 jours par semaine. Donc l'objectif, c'est qu'une fois ma thèse terminée, je puisse en fait trouver un mi-temps venant compléter ce mi-temps libéral, mais en médecine néonatale pour le coup. Ok. Parce que c'est un milieu qui me plaît et j'ai pas du tout envie de le quitter. Mais d'un autre côté, au plus j'avance sur la fin de ma thèse, au plus je me dis que ça va être compliqué d'arrêter la recherche. Ok. Donc, je vais peut-être me remettre dans un truc, je sais pas. Un postdoc à mi-temps avec... Ouais. Bon, ça existe en soi. Ouais. Alors moi, à chaque fois que je dis que je suis en postdoc à mi-temps, les gens me regardent et font, c'est possible de faire un postdoc à mi-temps? Mais parce que tu as un autre travail à côté, du coup. Non, c'est parce qu'on n'avait pas les financements. Oui, voilà, Soit. c'est pas possible Mais parce que financièrement, c'est pas censé être pas viable. un appel à projet de postdoc avec un contrat postdoc. Parce qu'en général, tu peux pas dire je veux faire 2 heures par semaine. Ils te disent bah non. Oui, non. Et non. Bah non. Tu vas pas faire ton projet en 2 ans à mi-temps, bien sûr que non. Donc, mais je suppose que pour les psychologues, vous avez c'est assez admis que vous faites de la clinique à côté. Oui. Après, je pensais pas forcément à un postdoc, mais plus à un poste de recherche à mi-temps. En fait, Dans un service, tu veux dire plus? Non, plutôt dans le labo. Ouais. Mais en fait, si j'étais un peu folle, je crois que je continuerais le libéral, que j'intégrerais un service de médecine néonatale dans on va dire un poste clinique et que je demanderais un poste de recherche à distance du coup pour rester quand même au LPPS parce que c'est chouette. Mais je ne vais pas faire ça pour une raison évidente de maintenir une vie privée un peu, de santé mentale justement et de maintenir une vie privée un peu stable. Donc non, je pense que je vais rester sur la clinique, mais en tout cas, je souhaite pas du tout quitter ce milieu de la médecine néonatale ou de la maternité de façon générale, quoi. Et là, tu es en libéral, donc tu as un cabinet, tu es à Bordeaux. C'est pour ça qu'elle est à Bordeaux d'ailleurs. Ouais. Et tu sais quoi, c'est du tout public, tout venant, c'est pas du tout du... Non, mais je veux dire, c'est pas les enfants, quoi. C'est pas les enfants, c'est pas les bébés, c'est pas les parents spécialement. Effectivement, c'est du tout venant. Mais après, c'est vrai que là, j'ai une patientèle qui commence du coup à se maintenir, on va dire, parce que j'ai démarré il y a peu, en fait. Et c'est majoritairement, on va dire, des adultes entre 19 et 35 ans. Et c'est très chouette, c'est-à-dire que même si je suis pas dans la périnatalité, dans ce que je fais là actuellement en libéral, ça me plaît quand même vachement et c'est hyper nourrissant intellectuellement et c'est chouette. Mais voilà, je pense que ça me ferait vraiment un pincement au cœur de sortir complètement de ce domaine-là dans lequel j'ai été pendant plusieurs années et qui vraiment me passionne fondamentalement, quoi. Et comme poste, si tu fais pas postdoc, c'est quoi comme poste que tu peux avoir dans un laboratoire ?
je crois, oh là là, je vais dire des bêtises, mais en gros, c'est soit ingénieur de recherche, je crois, Ouais. soit. Tu lui poses un quiz là Ouais. Parce qu'elle a la J'ai réponse. l'impression que t'as la C'est pour ça. réponse. Non, mais elle l'a carrément, c'est pour ça, moi je comprends pas. Là. Moi, je la veux bien, la réponse. Ouais, Pourquoi tu testes les invités Non, mais je maintenant sais C'est pas. quoi En ce fait, parce que sur le comportement coup, je me suis dit peut-être qu'il y a un autre truc que je connais pas en psychologie, mais en fait, non, c'est juste un ingénieur de recherche, c'est classique. Non, mais oui, ingénieur de recherche. Après, si tu es ATER, tu vas faire donner des cours en plus. J'adore ça. Mais par contre, il faut que je fasse les allers-retours sur Paris. Ouais. Bon, on a le même problème. Hein. Voilà. Mais je pense qu'on aime ça. On aime bien un peu sadique, quoi. Ouais. Pas être trop payé, faire beaucoup d'heures, Ouais. donner des cours. Des fois, mon copain, quand je travaille beaucoup, il me dit mais tu n'es pas payé pour ça. Je dis oui. C'est bizarre qu'il dise ça. Moi, je dis jamais ça. Il me donc, dit jamais ça, c'est je trouve bizarre. ça hyper étonnant. Ouais. Et c'est vrai que je dis putain, c'est vrai que vu comme ça, c'est un peu chiant. Mhm. Mais non, c'est pour l'amour de la recherche. Exactement. Demain, je travaille pour l'amour de la recherche. Je crois que c'est une phrase, elle est Vendredi, super. je ne suis pas payée. Il faut juste trouver ton équilibre. Parce que avec cette phrase, tu peux exploiter les gens forts. Donc voilà, faut trouver son équilibre. Ah, on Donc, se fait exploiter fort. On se fait exploiter fort. Et je sais pas si toi c'est le cas. T'as donné des cours ou pas J'en ai donné en vacation à chaque fois. Ouais, moi aussi. Et on est payé genre 6 mois, 1 an après. mhm. Pour l'amour de l'enseignement. En Exactement. général, quand elle accepte des trucs, je lui dis, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu accepter. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir des termes de contrat précis, Ouais, être payé en temps et en heure. Enfin, voilà. Genre, moi, je commence, mon contrat, il est pas signé, enfin, ce genre de bail, quoi. c'est La des fac. trucs qui me semblent. Bon. Oui. Du coup, ça commence à faire un petit moment qu'on parle. J'espère que. On s'ennuie, c'est ça? Non, j'espère que les auditeurs sont toujours là. Non, moi, je. Non, ils sont commence à partis. avoir faim, c'est ça. Alors ouais, j'ai hyper faim, mais c'est pas le propos. Et ça, je fais du sport 10 fois par semaine aussi. La question, c'est qu'est-ce que tu fais un peu en dehors de ton travail et de ta recherche pour te vider la tête? Est-ce que tu fais un peu de sport? C'est quoi tes passions un peu? Alors oui, j'ai repris le sport il y a peu parce que j'ai compris que sinon, effectivement, c'était compliqué. Donc je préfère me lever 1 heure plus tôt, mais me défouler le matin et passer ma journée tranquille après. Donc le sport, la batterie aussi que j'ai un peu arrêté ces derniers temps. Ok. Stylé. Bon défouloir. À ce qui paraît, c'est Je pas vais mal. les Ouais. défoncer. Ouais, c'est chouette. C'est un peu comme le sport, quoi. Donc ça, et puis j'ai la chance d'aller tous les week-ends sur le bassin d'Arcachon. Ok. Donc globalement, la mer, le calme, les huîtres, Mhm. c'est chouette. C'est bien ça. Programme sympa. Ouais. Et aussi un petit chien super bien. sympa à qui je vais faire des câlins toutes les heures quand je suis dans mes journées de rédaction de manuscrits pour me redonner un peu de force. Trop bien. On connaît avoir un petit animal à la maison qui Vous avez un remonte petit chien? Un petit On a chat. un chat, nous, Un petit chat. Tout Ouais, à c'est fait. un peu le même principe, quoi. mais qui nous aide à traverser le télétravail. Bah, elle est systématiquement sur moi quand on est en réunion, évidemment. Eh ben oui. Salut. Moi aussi, je vais être sur la vidéo. C'est bien, ça met de l'ambiance dans la réunion un peu. Toujours. Si elle est un peu morose. J'étais en réunion avec Daphné tout à l'heure. Tiens, devinez qui est venu? Mon chat. Daphné. Daphné du labo. Ah oui? Oui. Ok, Mais je trop travaille chouette. avec elle, du coup. Je l'aime trop. Je l'adore. Moi, elle me déteste un peu parce qu'on fait une revue systématique ensemble. Ah ouais, je comprends. Je l'aurais un peu détesté. D'ailleurs, ma revue systématique, je l'ai toujours pas finie. Hein. Je l'ai commencé en D1. Je crois que je vais. C'est un traumatisme. C'est horrible, la revue C'est systématique. la J'en pire fais chose. 3 en ce moment. J'ai envie de Mais pourquoi mourir. Parce que j'en suis sur les 2 des doctorantes de Céline, donc Daphné et Anna, qui va commencer la sienne. Et en parallèle de mon postdoc de l'année dernière, j'en avais commencé une avec Cora von Hammerstein, qui est psychologue à Paris, mais dans une autre, je crois qu'elle est à Nanterre, et qui travaille sur le chemsex. Et donc, du coup, je fais une génial. Voilà, sauf qu'en fait, je présente les résultats de cette revue systématique en congrès en juillet et elle n'est pas terminée. Du coup, il faut que je me mène le cul. Et tu es mal payée. Oui, parce qu'en plus, ça, c'est la partie où je suis pas payée. Mais il y en a 2 où je suis payée pour et le troisième, non. Ça va? Je dis rien. J'ai rien dit. Sujet de tension. Non, c'est cool. Alors, donc, on a quand même fait un bon tour de ta thèse. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu veux revenir ou qu'on n'aurait pas mentionné et qui te tenaient à cœur? On a parlé du livret, je pense que c'est ce qui te tenait à cœur. En vrai, ouais, parce que c'est un peu ce pourquoi on a travaillé. En fait, c'est toujours chouette de faire une recherche où le résultat est vraiment palpable. Ouais. Donc, C'est vrai que ça semble plus concret qu'un mémoire de thèse qui est peut-être moins concret pour
pour les gens, en se disant que des fois il sera pas lu aussi. Donc moi je le sais. Hein. Ça peut être dur. Là, c'est cool d'avoir quelque chose qui sort directement utilisable, quoi. Ouais, ça va au-delà du chiffre, et je crois que, même pour moi personnellement, ça fait un peu plus de sens de me dire j'ai co-créé quelque chose, j'ai participé à ça, et c'est valorisant, et c'est chouette parce que je trouve que ça met un peu plus d'intérêt aussi sur ce pourquoi j'ai fait un doctorat, parce que vu que je veux pas du tout faire de carrière universitaire, souvent les gens me disent pourquoi tu fais ça? Mais tu leur dis parce que ça. C'est sympa. Oui. Parce que je suis pas payée, j'aime bien. Ok, trop bien. Est-ce qu'on se ferait pas des petites recommandations avant de nous laisser? Si, qui veut commencer? Vous. Okay. Vas-y Laura, je t'en prie. Ok. Comme on est en psychologie, je voulais recommander la chaîne de PsychoQuack, que j'ai déjà recommandé plein de fois. Il a fait un épisode dernièrement sur les ruptures amoureuses, et c'est est-ce qu'on souffre tout le temps d'une rupture amoureuse, et c'est en gros disons que les différentes théories, c'est ça, c'est peut-on se faire larguer sans souffrir, de PsychoQuack. Donc c'est dans ses vidéos psychonaissance, et en gros c'est toutes les choses qui se passent quand on se fait larguer, les raisons de pourquoi on peut se faire larguer, et comment tu le vis en gros. Et je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant. Et pour le coup, ça parle à tout le monde. Et ça parle à absolument tout le monde. Parce que tout le monde s'est déjà fait larguer. C'est long comme format ? Non, c'est 15 minutes. Okay. C'est des petites vidéos courtes. Par contre, faut accepter le fait qu'il fasse des petits dessins en mode stabilo sur un... il a un style... il a un style graphique personnel, on va dire. Subjectif. Subjectif. Ça parle pas à tout le monde. Il prend pas il prend pas de pincettes, tu vois. Il fait des dessins un peu moches et il s'en fout. Et juste, par contre, le contenu est très, très quali et très informatif. Et c'est très sympa à suivre. Et il en a fait c'est la suite d'une autre vidéo sur justement les ruptures amoureuses. Okay. Donc il y a plein de vidéos comme ça. Et celle-là, elle est vraiment sympa, que j'ai vue dernièrement. Ça marche, trop bien, merci. Avec plaisir. Et toi ? YouTube également, alors. Je pense qu'en plus, tu l'as déjà recommandé il y a longtemps dans le podcast. Ouais, possible. Je pense que ça en faisait partie. C'est la chaîne du règlement, du coup, qui fait des analyses de musique, principalement de rap. Et sa dernière vidéo qui vient de sortir, c'est sur Linkin Park. Donc, il a fait un documentaire d'1h30, quelque chose comme ça, où il revient vraiment sur toute la carrière. Et même en tant que fan, j'ai appris quelques trucs quand même si c'est on commence à la connaître leur histoire, mais c'est quand même cool. Et si vous êtes fan des derniers albums, vous allez être déçus parce qu'ils passent quand même très vite dessus, des derniers avec Chester en tout cas. Je sais que j'ai des potes qui m'ont fait ce retour où ils étaient un peu deg. Moi ça m'allait très bien parce que je c'est pas les meilleurs, quoi. Alors c'est pas ça que tu préfères. C'est pas ça que je préfère. Non, clairement pas. Si on fait l'unanimité sur la table. Non, c'est sûr, mais ça reste intéressant dans le cheminement des artistes, et notamment dans le cheminement de Chester, quoi. Donc, et le docu, il est trop bien fait. Le règlement, c'est un monstre de montage. Vraiment, il est trop, trop fort. Et il a toutes ses vidéos démonétisées, puisqu'il met que des extraits de musique qui sont copyright, donc il les strike instantanément. Donc il a vraiment besoin d'audience. Donc je vous encourage tous à aller voir son travail. C'est vraiment super. Il a un ton trop cool. Et il a un style graphique trop cool aussi. Ouais, je te dis, il est trop, trop fort en montage, quoi. Donc voilà, le règlement, allez checker ses vidéos, Linkin Park en dernier, et vous pouvez aller voir tout le reste, c'est trop bien. Ouais, tout est trop bien. C'est des analyses d'albums la plupart du temps. Je pense qu'il y en a une qui va sortir pour le dernier album de Vald, à mon avis. Donc voilà, ça sera toi. Et toi, chouette. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Alors, 2 recommandations. Yes. Déjà, la première, en fait, je viens de la voir tout à l'heure, c'est que... Vous voyez qui c'est Loris Giuliano ? Ouais. Giuliano. Ouais, tout à fait. Il fait des vidéos YouTube. En fait, de base, il faisait des micro-trottoirs. Oui, c'est Loris. C'est ça y est, je vois. Celui qui me cringe. Il te cringe. Moi, il me passionne. Moi aussi. Mais je lui impose le visionnage. Ouais, non, je sais pas. En fait, c'est gênant, drôle. C'est un mélange d'émotions absolument incroyable. Mais là, du coup, je viens de voir qu'a priori, sur Canal+, yes. Il faut avoir Canal. Il vient de sortir justement une espèce de reportage avec justement des sages-femmes.
où il est en immersion dans une maternité, de ce que j'ai compris. Ouais. En fait, il fait une série où il teste une profession teste pendant des métiers. 3-4 jours. Ok. Et donc, il en a fait un avec un veto, un avec un restaurateur, très connu. Et donc là, le suivant, c'est avec des sages-femmes. Ah, c'est ça, ok, j'avais pas suivi. Mais du coup, donc j'ai vu ça tout à l'heure et je pense que je vais le regarder dès ce soir. Ouais, nous aussi, on va le regarder assez vite. Ouais, parce que du coup, ça va en plus un peu dans le thème qu'on a abordé aujourd'hui. Effectivement. Et sinon, recommandation que je continuerai de recommander éternellement, c'est aller regarder le film Mamma Mia si vous êtes un peu déprimé. C'est génial, c'est simple et beau. Et Et puis c'est ABBA, quoi. C'est ABBA. Non mais ouais, et puis je sais pas, c'est cool, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. Mais juste le film est C'est une cool. comédie musicale. Ouais, et la comédie musicale en elle-même, d'ailleurs, est vraiment chouette. Et elle se joue en ce moment à la Scène musicale de Paris, si jamais. Okay. Ouais, c'est toutes les musiques d'ABBA et c'est l'histoire de une meuf qui va se marier et qui invite sa mère et son beau-père, son père. Enfin, il y a des sortes de paternité, on sait pas trop qui est le père. Elle sait pas qui est le père et du coup, elle invite ses 3 papas potentiels. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils arrivent et c'est la panique. Okay. Qui est le papa? Qui est le papa? Et je crois d'ailleurs, on le sait jamais. Non, en fait, je pense sais pas. On peut le deviner, quoi. C'est l'intrigue, pour le coup, c'est l'intrigue du film. Okay. Qui est le papa? Bon, trop bien. On vous encourage à voir ça. C'est Pierce Brosnan, aussi. Je pense. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, qui chante. Ouais, d'ailleurs, j'aime pas du tout savoir. Là, j'ai une copine qui m'a dit il a une voix glaireuse et c'est vrai, on dirait qu'il est vraiment... C'est pas un compliment a priori. Genre non, franchement, alors que Meryl Streep quand elle chante The Will Not Takes Alone avec mon superbe accent, ça c'est incroyable. Par contre, ça vaut le coup. Ok, jamais vu. Non, mais non, t'aimes pas les comédies musicales. J'aime pas mais j'ai aimé La La Land, donc tu vois, je me repentis petit à petit mon désintérêt pour les comédies musicales. Avec Léa, je crois que je l'ai vu 4 ou 5 fois. Tu vois. Mais en fait, dès que t'as un petit peu une baisse de morale, Mamma Mia, le monde paraît plus simple. Les chansons d'ABBA, elles sont sympas. Hein. Oui, et en plus, ouais. Moi, je fais toujours des refs à Money, 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 Must Be Funny, In a Rich Man World. Ouais. Bon, mais trop bien. Où c'est qu'on peut nous retrouver, Laura ? Alors, comme tous les podcasts, on peut nous retrouver sur toutes les autres plateformes de podcasts, si jamais vous avez des potes qui n'ont pas la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. On peut aussi nous retrouver, ou me retrouver surtout, sur Instagram, où je poste des clips, des extraits de ces épisodes, et où je mets aussi un peu de communication de vulgarisation scientifique. Et vous pouvez aussi me contacter par Instagram si jamais vous voulez passer dans le podcast, ou si vous avez des commentaires sur les épisodes, ça peut arriver. Si jamais quelque chose ne vous a pas plu, si vous avez d'autres questions, peu importe, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. On peut aussi nous retrouver sur le Discord. Ce Discord, il n'est pas trop utilisé, mais en vrai, il ne tient qu'à vous en fait, de l'utiliser. Parce que le but, c'est que vous puissiez discuter avec les doctorants s'ils se mettent dessus, que vous puissiez vous aussi participer activement à la recherche, parce qu'on a mis un canal aide à la recherche où vous pouvez poster vos questionnaires si vous faites de la recherche et que vous voulez que les gens répondent à votre questionnaire. Et il y a aussi des offres de poste de temps en temps que je poste. C'est surtout de la psychologie, je ne vais pas mentir, parce que c'est ce canal-là que je connais le mieux. Mais si jamais vous connaissez des offres de poste et que vous voulez poster dedans, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra le mettre dessus. Voilà, j'ai oublié des trucs. TikTok, on a une chaîne TikTok. T'as oublié celui qui m'a fait rager en début d'épisode. Ah oui, Patreon. Et nous avons un Patreon qui est ouvert, sur lequel vous pouvez vous abonner gratuitement pour lire quand je raconte des bêtises. Ponce, là. Abonnez-vous. Ou, oui, c'est bon, arrête d'embêter les gens avec l'argent. Mais vous pouvez aussi vous abonner de façon payante. C'est en 4 programmes différents. C'est licence, master, doctorat et docteur. Et donc, selon l'argent que vous voulez mettre, c'est genre 1,50€ par mois ou 3,50€ par mois. Enfin, c'est des je peux embêter les gens quand c'est 1€. Voilà, c'est des sommes un peu dérisoires, mais en gros, ça nous permettrait de bouger en France pour interviewer d'autres doctorants qui sont dans d'autres universités, parce qu'on a des demandes de partout, de Strasbourg. Dernièrement, on a eu la Norvège. Donc, si je veux bien aller en Norvège, mais c'est un peu compliqué d'aller là avec les moyens inexistants du podcast. Et de rembourser le matériel qu'on viendra acheter. Ouais, parce que là, il est sorti aux frais du producteur, et voilà, et merci à lui. Oui. Et ben, sur ce,
On se laisse là-dessus et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. En tout cas, c'était hyper cool. Merci de m'avoir reçu. On a parlé hyper longtemps, donc j'espère que vous êtes encore là. Non, on a je m'en rends pas compte. Je n'ai pas de notion du temps. Ça fait 1h40 qu'on enregistre. Oh, wow. Ça va être un des épisodes les plus longs, mais c'est clair. En fait, t'as super bien parlé, c'était trop intéressant. Donc, franchement, merci beaucoup. C'était vraiment chouette de vivre cette expérience aussi. Trop cool. Et ben on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais, à bientôt. Salut. Au revoir.